Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Nous avons décidé de consacrer ce soir ce plateau à une pathologie souvent qualifiée de tueur silencieux. Il s'agit bel et bien de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les facteurs de risque? Y a-t-il des symptômes qui sonnent l'alerte? Si oui, comment la prévenir? Eh bien, un spécialiste a accepté répondre à nos préoccupations. Dr Latif Moussé, bonsoir. Bonsoir, Madame Winanto Héloïse. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. C'est plutôt moi. On ne peut pas refuser l'invitation du journaliste de marque. Merci, surtout pour parler d'une pathologie effectivement importante dont nous venons de commémorer donc la journée mondiale de lutte pour pouvoir repousser quelque peu cette fréquence et cette gravité que représente l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est en français facile? En français facile, c'est une question de pression. Et quand on parle de pression, dans le cas de l'hypertension artérielle, il faut voir le cœur et les vaisseaux. Et par rapport au cœur et les vaisseaux, nous avons deux types de pression. La pression quand le cœur envoie le sang dans les vaisseaux, c'est la pression systolique. Et la pression que nous prenons quand le cœur prend un repos. Après une pompe, il y a le temps de repos, de relâchement du cœur. Pression systolique pour la première, diastolique pour la seconde. C'est pour ça que la pression artérielle aura deux chiffres. Le premier, donc 14,9 ou 12,7. Mais en français moins facile, on dira plutôt 120,70, 140,90. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Et cette notion vraiment de la pression, il faut savoir que nous avons besoin de la pression pour que le sang puisse circuler dans tout l'organisme. Sans ça, il n'y a pas une vie. Donc la vitalité, quand même, prend un coup quand le chiffre de la première pression commence à s'éloigner de 11,5, c'est-à-dire 115, et que la seconde pression, la pression diastolique, commence à s'éloigner de 7,5. Mais pour la définition même de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la pression élevée, retenons tout simplement, en français facile comme vous l'avez bien introduit, 14,9 ou 140,90. Parce que l'hypertension artérielle, je dis ça en français facile, c'est aussi un iceberg. Quand nous disons 14,9 ou 140,90, en dessous, il y a tout ce qui entoure l'hypertension artérielle. Docteur, concrètement, oui. Quand peut-on dire qu'une personne est hypertendue? Français facile, 140,90. Tension artérielle supérieure ou égale à 14 sur 9 ou 140 sur 90, il y a hypertension artérielle. Mais pourquoi dit-on que cette pathologie est une tueuse silencieuse? Quand on a quelqu'un qu'on a déclaré hypertendu ou nous l'avions reconnu hypertendu parce que la tension est d'emblée élevée, ou alors on l'a confirmé parce que c'est pas parce qu'on a vu une tension à 14,9 une seule fois qu'on va taxer la personne d'hypertendu. On contrôlera, on fera des examens peut-être en plaçant un appareil sur les 24 heures si on peut, sinon on contrôlera 2-3 fois à 1-2 semaines d'intervalle. Une fois que c'est fait, mais qui est hypertendu? C'est un homme, c'est une femme, âgé, jeune, ayant des facteurs de risque. C'est important de faire ce point-là d'abord pour effectivement dire que j'ai un hypertendu jeune, j'ai un hypertendu âgé, qui fume, qui ne fume pas, qui est diabétique, qui n'est pas diabétique, qui est obèse, qui n'est pas obèse, qui a d'autres facteurs, déjà au niveau des retentissements sur les organes, c'est-à-dire au niveau des yeux, au niveau du cerveau même, où il y a déjà donc des troubles mnésiques, en tout cas de mémoire, il y a un essoufflement, ou au niveau de ces bilans, nous avons d'autres anomalies donc du fait de l'accumulation des graisses, et
nous regroupons tous ces éléments-là, en dehors de tout ce que j'ai cité, s'il prend de l'alcool, etc. Cela nous permettra de dire, attention, ce patient qui est hypertendu, je m'en charge de telle ou telle manière. Bien. Vous avez commencé par nous expliquer un peu quelles sont ces personnes qui sont à risque. Il y a des cibles précises? Oui, en fait, ce n'est pas les cibles précises, c'est les facteurs favorisants, on va dire. Oui, c'est pas parce que, par exemple... Mais autrefois, c'est une maladie des personnes âgées. Aujourd'hui, même les jeunes en souffrent. Ça, c'est une bonne question, parce que en fait, autrefois, maladie des personnes âgées, c'était une vision aussi. Dans les années 1900, durant la Première Guerre mondiale, on disait qu'il n'y avait pas d'hypertendu en Afrique. Mais depuis les années 90, à nos jours, nous avons une découverte de personnes hypertendues qui va jusqu'à 67%. Ça, c'est les données de l'OMS. Depuis 1990 à ce jour, l'augmentation des nombres de personnes hypertendues est allée jusqu'à 67%. Et parallèlement, l'augmentation des accidents vasculo-cérébraux est de 46%. Et qu'est-ce qui peut provoquer l'hypertension et donc les complications? D'abord, la pauvreté, les conditions socio-économiques difficiles, l'urbanisation, je dirais la mondialisation. Il y a tout ça là, ce melting pot qui est important à dire que dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passera? On aura des difficultés à manger, donc mal manger, l'alimentation facile. La malbouffe. Exactement. Comment on va les appeler là, au bord de la route, plein de salé, plein de graisse, etc. Rapide, fast food. Mais tout ça, ça va favoriser une mauvaise alimentation, augmentation du poids. Parce qu'il y a plein de sel dedans, etc. Il y aura une augmentation aussi de la tension artérielle. L'obésité et l'ensemble, même si on n'est pas obèse, c'est vraiment le terroir pour que le diabète s'installe. Et tout ceci dans un contexte de sédentarité. Les sédentaires, ceux qui fument, 31 mai, c'était la lutte contre le tabac, associé donc à tout ce qu'il y a comme drogue nocif, l'alcool, tout cet ensemble associé donc aux chiffres élevés, parce que rien que le chiffre élevé est déjà un élément important. De 140 à 160, de 160 à 180, les risques se majorent du moment où nous nous éloignons de 11,5 de tension. Même à 14 de tension, on peut faire un accident vasculo-cérébral. Donc, ça dépend de tout ce qui entoure. Si la personne est obèse, est diabétique, a beaucoup de graisse, ça, c'est tous ces éléments-là que nous allons prendre en compte. Mais il faut savoir que dans nos contextes, il y a des choses un peu banalisées. La pollution sonore est quelque chose d'important. La pollution, c'est il y a le goudron, il y a tout le reste, mais la pollution sonore, ceux qui font du bruit, si ce n'est pas vraiment les centres religieux ou alors ceux qui vivent autour des rails ou non loin des aéroports, etc. Les buvettes. Voilà, les buvettes, tous ceux qui font de la musique vraiment à forte audition, ça c'est vraiment pas bien. Aussi bien pour l'audition, aussi bien pour la possibilité effectivement de devenir hypertendu. Ça c'est très important. Et ceux qui dorment mal, courte durée de sommeil ou apnée de sommeil, ça c'est des éléments qui vont favoriser. Et par rapport à l'alimentation, le fait que Hippocrate dit que notre première médecine doit être vraiment notre alimentation. Donc pour ça, il est capital que nous puissions bien gérer l'alimentation, étant donné que au jour d'aujourd'hui, nous savons que la flore intestinale regroupe nombre d'informations qui peuvent nous permettre de réguler mieux notre santé. Donc, cette citation d'Hippocrate a toute sa valeur. Si nous mangeons et nous détruisons ce qui se trouve au niveau de la flore intestinale, qui nous protège contre l'élévation de la pression artérielle, eh bien, nous serons enclins à devenir préférentiellement hypertendus. 7, il y a l'hérédité. Ceux qui ont des parents hypertendus, oui, il faut qu'ils contrôlent leur tension. C'est automatique. Non, ce n'est pas automatique. Non. Peut-être dans une proportion de 20-30%. C'est très variable d'une étude à l'autre. Donc ça, il faut des études aussi bien menées et c'est de cela que nous souffrons énormément.
les études bien menées vraiment dans nos sous-régions, c'est difficile. C'est plus des études bien menées, j'exagère, c'est-à-dire en grande population, bien menées dans les centres hospitaliers, oui. Et en milieu hospitalier, c'est une facette de ce qui se passe. Ceux qui ont pu venir effectivement se faire soigner et qui ont eu des complications graves souvent. Mais ceux qui n'ont pas pu du tout, c'est là effectivement que la prise en charge de ces maladies vraiment non transmissibles est un gros problème par rapport effectivement à, comment vous l'appelez, la couverture médicale universelle. Universelle, H. H. En tout cas, il faut vraiment que nous en arrivions là, étant donné que ce qui est projeté d'ici 2030, c'est pas loin, on repousse ça maintenant à 2050, c'est qu'on aura 1 milliard et 560 millions de personnes atteintes d'hypertension artérielle. Et quel est le pourcentage là, 1 milliard 550 millions, pourcentage par rapport au nombre de voisins qui vivent sur la Terre? Nous sommes aujourd'hui 7 milliards de voisins. Ah mais c'est ça qu'il faut voir, la proportion est déjà assez importante. On regroupe, on dit l'hypertension artérielle dans le monde, c'est à peu près, toutes choses confondues, autour de 35 à 40%, globalement. Mais ce que l'on retrouve en Afrique, données de l'OMS, c'est 46%. Et au Bénin? Au Bénin, nous sommes autour de 27%. Mais quand on prend l'incidence d'une étude faite par... Ah oui, je ne le fais pas exprès, mais c'est ce qui me vient en tête. Pas le professeur Winantor. Dans une population bien ciblée, l'incidence... Disma Winantor, oui. Neurologue. Neurologue, le professeur Winantor, c'est de à peu près 32%. Donc, de toutes les manières, c'est une préoccupation. Et projeter vraiment sur les années à venir, compte tenu du fait des difficultés aussi bien liées aux patients, aux aspects socio-culturels, aux difficultés de prise en charge, et au fait que, oui, c'est une maladie qu'il faut traiter à vie. Et ça, aucun malade ne veut entendre qu'il faut traiter vraiment l'hypertension artérielle à vie. On n'en guérit pas. On n'en guérit pas. Sauf exception dans 5% quand il y a vraiment des causes secondaires, mais c'est vraiment 5% et kiki. Hein. Donc par rapport à ça, la cause qui aurait entraîné l'hypertension artérielle, on peut l'enlever, elle peut disparaître, comme elle peut ne pas disparaître. Dans les cas rares, ceux qui ont fait de l'hyperthyroïdie, des choses comme ça, on ne rentre pas dans trop de détails, mais c'est quelques affections de ce genre-là qui après, on pourrait effectivement dire que la personne est guérie de son hypertension artérielle, encore qu'il faut suivre. Parce qu'il y a le vieillissement aussi qui est un facteur. À vous écouter, on doit s'inquiéter des éléments environnementaux et des aliments que nous mangeons qui favorisent la survenue de cette maladie, de cette pathologie qu'est l'hypertension artérielle. Est-ce qu'il y a des signes apparents qui peuvent nous alerter? Oui, très sincèrement, à cette question-là, souvent, je ne suis pas de ceux qui disent il y a des signes. Je dirais, si vous avez n'importe quel signe, on dira, si vous avez des bourdonnements d'oreilles, des vertiges, des maux de tête, mais c'est de pis-aller. Maux de tête aujourd'hui, ici, dans nos circonstances, on peut dire, c'est du palu, on racontera ce qu'on veut. On dira tout simplement, bourdonnement d'oreille, oui, est-ce que tu as une sinusite, il faut aller te faire soigner. Je crois que, très sincèrement, quand on te sent mal, je dirais il faut contrôler sa tension. Les signes qu'on peut citer, les vertiges, les céphalées, les étourdissements, c'est des signes d'intolérance. Parce que, comme l'avait si bien dit à l'entame, l'hypertension artérielle est insidieuse. L'hypertension artérielle, c'est du silencieux. Ce qui fait qu'il faut contrôler au moins de malaise sa tension artérielle. Il n'y a pas de signe spécifique. Si la tension est élevée, on peut avoir de vertige. On peut avoir des maux de tête. Même si la tension est basse aussi, on peut avoir des vertiges. On peut avoir des maux de tête. Là, on parle de l'hypo. On parle de l'hypo. Donc, honnêtement, c'est difficile. On peut pas. Moi, je ne suis pas vraiment partant en disant que oui, il faut contrôler la tension quand on sent fatigué, rien que fatigué. Quand on a vraiment un peu de vertige et quand on a des maux de tête, oui. Mais retenez une chose, contrôlez de manière systématisée vraiment votre tension. Parce que ça peut venir à tout moment. Et à quoi s'expose le patient lorsqu'il n'est pas pris en charge tôt? Lorsqu'il n'est pas dépisté tôt et lorsqu'il n'est pas pris en charge à temps?
Oui, dépister, déjà, le nombre d'hypertendus dans une proportion de 70 à 80% ne se connaissent pas. Donc on peut se promener avec une tension à 250, à 25, à 30. C'est pour ça qu'il faut prendre. Et ça n'a rien à voir. Donc, quand on vient effectivement au fait, une fois qu'on est dépisté, qu'on a eu la chance d'être dépisté, et qu'on ne se traite pas, ou alors on n'a jamais fait le dépistage, je commencerai du haut vers le bas, c'est les complications cérébrales, les complications oculaires, les complications au niveau du cœur, les complications au niveau du rein, et les complications en gros au niveau des artères. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que le patient ressent dans son corps? Dans son corps, oui. Oui, quand il y a des signes, c'est des petits signes qui peuvent passer inaperçus. Au niveau du cerveau, par exemple, un peu de vertige, je titube un peu, j'ai du mal, je bégaye, bien je vais prendre, c'est déjà quelques signes. Il ne faut pas dramatiser les choses. Mais quand on est vraiment hypertendu, ou alors on ne le sait pas, quand on a tous ces petits signes, il faut prendre sa tension. Et à forte raison, quand la personne est dépistée et qui, malgré son traitement, a ces signes, il faut qu'il aille parce qu'on peut faire des AVC qui vont passer complètement inaperçus. Oui, de petits AVC qui vont passer inaperçus. C'est en cela que, très sincèrement, il faut savoir prendre sa tension, contrôler et prendre ses médicaments. Ça, c'est au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, on peut avoir une complication dramatique, on peut rentrer dans le coma, on peut être paralysé d'un côté pour ramasser. Quand on parle et puis on n'arrive plus à bien sourire, eh bien, le visage envoyé de côté, tiré d'un côté, il faut commencer à faire attention par rapport à ça. Le sourire qui n'est plus bien symétrique, on voit double, etc. Ça, c'est des petits signes. Et sans attendre, ça peut être effectivement de l'ischémie au niveau du cerveau, ça peut être de l'hémorragie au niveau du cerveau. Il faut vraiment faire attention à ça. Et puis au niveau des yeux, oui, les complications c'est plus lent. Dans les hypertensions artérielles qui sont souvent d'aspect malin d'emblée, on peut avoir trop visuel, complet, on ne voit plus. Donc c'est en cela que quand il y a des difficultés à voir, ça peut être un début d'AVC, ça peut être effectivement une tension sévère qui est montée, ou alors on a une petite hémorragie au niveau de l'œil. Il faut se faire consulter par son ophtalmo, mais contrôler sa tension, ça c'est très important. Au niveau du cœur, c'est tout ce qui est respiration difficile, c'est déjà une fatigue du cœur, parce que le cœur a trop lutté contre une pression très élevée. Ça peut être un infarctus du myocarde, ça peut être une insuffisance cardiaque, ou c'est l'essoufflement qui est vraiment au premier plan. Ça peut être autre chose encore plus grave au niveau des vaisseaux. Carrément, la grosse artère aorte qui sort du cœur se déchire. Ça, c'est les hypertendus méconnus complètement. Et qui, d'emblée, sont révélés par hyperconnaissance. Alors, une forte douleur, là, et il s'écroule. On dira, oui, c'est un infarctus myocarde. Oui, bon, ça peut être ça, ça peut ne pas être du tout ça. C'est plutôt tension trop élevée, déchirure au niveau de la paroi de l'artère. Ça, c'est une grosse urgence. Là, l'hypertension est une maladie sévère. Et l'autre aspect insidieux qui vraiment est la grosse préoccupation nationale et des néphrologues, c'est l'insuffisance rénale. Et puis quand on prend des décoctions, surtout avec Covid, on prend tout, on mélange ce qu'on ne sait pas, ce qu'on prend, et les infusions à gauche à droite, on met des anti-inflammatoires dessus, avec une tension qui ne serait même pas trop élevée, et on aura une altération tout simplement de la fonction des reins. Et ça, c'est une complication aussi de l'hypertension artérielle chez quelqu'un qui abuse de beaucoup de médicaments, en associant aussi bien le traditionnel, le non traditionnel. Il faut savoir protéger effectivement le rein de l'hypertendu. Et c'est en cela que le choix du traitement est important. La régularité du traitement, c'est important. Et l'adhésion du malade, c'est important. Nous citons tout ça, mais ce n'est pas simple. Au-delà du poids financier, le fait effectivement, il faut accepter de gérer sa vie par rapport à l'hypertension et par rapport à un nombre de choses. Et par rapport à cela, il est capital que le patient hypertendu puisse très sincèrement prendre les bonnes décisions. Si vraiment, du fait du traitement, il a des malaises, il n'a qu'à recourir vraiment à son médecin. Il ne faut pas se voiler la face. Quand on ne traite pas correctement son hypertension artérielle, les complications sont vraiment là.
Ça nous donne le tournis, tout ce que vous nous dites là. Mais est-ce qu'on peut la prévenir, l'hypertension artérielle? Est-ce possible? Est-ce qu'il y a des comportements à avoir pour prévenir cette pathologie très dangereuse? Oui, du point de vue de la prévention, il y a des choses à faire pour vraiment la prévenir. La prévention passe par le fait que il faut faire ce qui est basique. Même quelqu'un qui n'est pas hypertendu devrait le faire systématiquement. Une alimentation bien équilibrée. Je commencerai par les citer, mais je vais utiliser la bonne formule du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et par rapport à l'hypertension artérielle, et particulièrement, il y a un sigle spontané qui est utilisé, c'est la formule 0,0,5,30,3P. Et cette formule nous permet de schématiser, on peut l'utiliser comme l'on peut, mais en simplifiant, c'est zéro alcool. C'est pas parce qu'on veut que tout le monde... c'est zéro alcool. L'alcool n'a jamais fait du bien à qui que ce soit. Maintenant, si on veut tester un peu, on veut prendre, on ne dit pas en passant, mais alcool, il faut l'éviter. Zéro tabac. Nocif tabac sous toutes les formes. 5, ça veut dire 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. 30, mais à mon avis, ça dépend. 30 minutes d'activité physique. L'activité physique, c'est la marche. On peut courir, on peut danser, on peut faire tout ce qu'on veut, la natation, ce qu'on veut, mais il faut bouger, il faut être en activité physique. Nous avons maintenant des podomètres qu'on peut mettre sur nos Android, qu'on en a un peu partout, pour savoir que nous devons pouvoir faire 10 000 à 15 000 pas 24 heures. Mais le diabétique, on va lui dire de faire un peu plus. Le plus jeune, on va lui dire de faire 30 minutes, ne suffit pas. Quelqu'un qui a des problèmes des pieds, quand il s'assoit longtemps, des veines un peu relâchées, on lui dira d'aller jusqu'à 1 heure de marche par jour pour pouvoir effectivement et d'éviter les talons, etc. Donc c'est minimum 30 minutes. Si on peut aller à 45 minutes, tant mieux. Moi, j'ai mis les talons, des talons aiguilles, c'est pas bien pour ma santé. Ah, mais en tout cas, pour les pieds, après, parce que les veines sont au niveau de la plante des pieds. C'est très joli d'avoir effectivement les pieds hauts avec les mollets bien en relief. Mais ceci dit, à terme, les veines vont souffrir. On peut ne pas l'avoir, c'est bien, on passe à travers les mailles, mais on peut avoir des enflux au niveau des pieds le soir. Il faut savoir que... Donc les talons aiguilles, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Autant mettre, comment, ces ballerines, vous appelez ça? Ce qui est plat là. Les compensés. Ah bon, très bien. Mais les ballerines, c'est mieux plat là, c'est mieux. Donc c'est 30, et puis après, 3P. Les 3P, c'est le premier P pour alimentation peu salée, alimentation peu gras et alimentation peu sucrée. C'est les 3. Donc c'est 0, 0, 5, 30 et 3P. Très bien. Ça, en gros, en retenant ça, il faut dire tout simplement qu'il faut faire des activités physiques et il ne faut pas sauter les repas. Maintenant, quand nous disons tout ça, on se regarde. Ceux qui ne peuvent pas vraiment avoir un repas par jour, ou ils ont demi-repas par jour, c'est les plus nombreux. C'est pour ça que face à cette pathologie, vraiment, dans nos sous-régions, c'est une grosse préoccupation. Ceux qui vivent avec 1 ou 2 dollars par jour, c'est une grosse préoccupation. Et c'est pas mieux que se trouvent effectivement les cas les plus graves. Lorsque vous parlez en dollars, ici nous sommes au Bénin, il faut nous parler en francs CFA. Là, on va mieux comprendre ce que vous dites. Ceux qui n'ont pas 250 francs, pour passer, ils n'ont pas 1 dollar. Hein. Donc 1 dollar, c'est à peine demi. Je dis des 500 ou 600 francs par jour, ils n'ont pas ça. Il y a des gens, c'est difficile. Et c'est la grande majorité des Béninois. Et là, il est hypertendu, vous allez lui quoi? Vous allez lui passer quoi? On ne peut pas finir cette émission sans faire le lien entre l'hypertension artérielle et Covid. Oui, l'hypertension. Est-ce y a-t-il vraiment un lien entre les deux maladies, les deux pathologies? Non, honnêtement, c'est une question très, très difficile. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites face à Covid. Donc, je crois que par rapport à ça, dans le factuel de ce que nous avons actuellement, il y a un certain nombre de malades qui ont fait le Covid parce que Covid touche les vaisseaux. Donc nous devons être vigilants. Un certain nombre développent des pathologies comme l'hypertension artérielle, juste après, développent des excitations excessives du cœur avec des palpitations qu'il faut suivre. Donc au niveau cardiovasculaire,
étant donné que cette affection, cette pandémie touche d'abord, quoi qu'on dise, sa gravité, c'est dans la dysfonction, c'est-à-dire la modification, le fait de l'atteinte grave des vaisseaux, que ce soit les veines et les artères. Et par rapport à ça, je crois que nous devons rester vigilants pour savoir les années, en tout cas dans les 2 ou 3 ans à venir, décanter la situation et voir clair. Mais il ne serait pas étonnant qu'il y ait quelques malades qui, en tout cas au vu de ce que nous constatons dans notre pratique personnelle, deviennent hypertendus. Oui, il y a quelques-uns qui sont devenus hypertendus. Il y a quelques-uns qu'il faut suivre de près, qui ont des pathologies cardiaques avec un muscle du cœur qui ne bat plus correctement, avec un essoufflement qui est là. Et ça, l'après-Covid, nous devons rester vraiment vigilants et suivre les malades et afin de pouvoir savoir que cette pathologie est arrivée. Est-ce que ça ne va pas précipiter les prédictions qu'on disait que oui, 2030, 2050, et que nous soyons envahis par une élévation des maladies non transmissibles? Ça, c'est une question qui sera vraiment décantée pour l'avenir. Rapidement, en 1 ou 2 phrases, est-ce que pour le traitement ici de l'hypertension artérielle, bien évidemment, est-ce que les tradithérapeutes sont associés? Oui, nous avions fait, ça, c'est une question qui nous préoccupe personnellement aussi, avec tous ceux avec qui je travaille. Notre souci, c'est d'abord prescrire des choses accessibles. Est-ce qu'il n'y a pas des plantes chez nous, naturelles, oui, qui guérissent l'hypertension artérielle? On entend les tradithérapeutes soutenir mordicus leurs plantes, leurs potions. Oui, c'est ça. J'en arrivais en disant qu'on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps au niveau de l'association des cliniques privées avec les praticiens, avec au moins un ou deux, et puis avec ceux qui font la médecine douce. Je n'ai pas en tout cas, je n'ai pas travaillé de près avec eux, mais effectivement, il y a des potions qu'ils utilisent, il y a des médecins qui travaillent avec eux. Je crois qu'il y a du travail à faire à ce niveau. Il y a du travail à faire parce que la chose essentielle, c'est de pouvoir être sûr de ne pas être nocif. Être sûr d'être efficace. D'être efficace dans la durabilité. Parce que nous ne maîtrisons pas les posologies. Je puis vous dire, une patiente qui était sous médicaments, 3 types de médicaments, qui a disparu depuis à peu près 1 an, qui vient me dire, depuis en tout cas 1 an là, j'ai tout laissé tomber, j'utilise ceci, moringa avec feuilles de mangue, je ne sais pas quoi, d'autres, je ne sais pas tout ça. Mais il faut qu'on décante. Mais j'ai fait le contrôle. J'ai dit, écoute, moi, c'est votre responsabilité. Si vous l'avez supporté et que votre tension est normale, je vais vous faire un monitoring sur les 24 heures. Quand j'ai fait le monitoring, c'était bon. J'ai dit, vous continuez, nous allons surveiller. Il y en a d'autres comme ça. Mais nous devons effectivement travailler avec les tradipraticiens. C'est pour dire tout simplement, comme je le disais en entame, les génériques qui nous viennent d'ailleurs, oui, nous les prescrivons. Mais ce n'est pas que, en tant que tel, on n'a pas su la qualité. Tout ce qui rentre dans ni notre la pays. Composition chimique. Mais c'est ça, la qualité, c'est parfois un petit problème. Mais, écoutez, nous prescrivons, nous avons des résultats. Si nous pouvons prescrire des choses qui ne sont pas nocives, mais dont nous n'allons pas prendre la responsabilité, parce que nous ne connaissons pas les produits. Mais ça relève du ministère de la Santé. En tout cas, le malade d'abord, parce que c'est lui qui nous apporte, à l'état actuel, c'est lui qui nous amène. Et petit à petit, c'est vrai qu'il y a quand même un centre dédié pour la médecine traditionnelle au sein du ministère de la Santé. Et ça suit son cours aussi. Ce n'est pas facile à décanter. Derrière ça, parfois, on suit et puis on dit, écoutez, arrêtez, parce que là, vous avez un rein qui commence vraiment à chatouiller. Très bien. Ah oui. Donc, honnêtement, il y a du travail à faire. Mais dans cette pathologie, nous ne pouvons que dire, même s'il y a beaucoup de génériques, etc., nous ne pouvons que prescrire ce qu'on nous a appris à faire. Nous ne pouvons que dire ce qu'il faut faire. Aucun guérisseur, moi, qu'il puisse prescrire et que c'est terminé, là, moi, je le défie.
Et le défi continue. Et le défi continue. Merci, docteur Latif Moussé. Je rappelle que vous êtes médecin cardiologue. Merci, on a parlé de l'hypertension artérielle. On n'a pas pu explorer tous les domaines. Peut-être on va y revenir. Merci à vous. Très belle soirée, chers téléspectateurs, et à très bientôt.